Bienvenue sur la chaîne Ma Psy en ligne chez moi. Je suis Émilie, je suis psychologue en ligne. Je propose des rendez-vous via le site mapsyonlinechez-moi.fr, mais également des formations en ligne, parmi lesquelles les 6 étapes pour accéder à la meilleure version de soi et booster la confiance, l'assurance et l'estime de soi, qui sont des formations numériques qui mélangent des exercices concrets et des savoirs que vous pouvez mettre en pratique dès que vous commencez les formations. Dans ce podcast un petit peu spécial, je vais vous parler de comment j'ai accouché toute seule dans une piscine pour enfants, sans péridurale, sans médicaments, aucun, et sans professionnel de santé, c'est-à-dire pas de sage-femme, pas de médecin. Et pour vous faire un petit teaser, c'est le papa qui a attrapé ma petite qui était toujours dans le sac amniotique dans la dite piscine pour enfants. Alors bien sûr, je ne vais pas vous parler de cet événement pour le plaisir de raconter ma vie, c'est pas trop mon genre, mais je voulais surtout passer un message bien sûr aux femmes, un message d'encouragement aux femmes, mais aux familles, puisque quand c'est le cas, quand c'est la configuration, eh bien il y a certes une maman, mais il y a aussi un papa qui peut être impliqué et qui peut en tirer d'ailleurs beaucoup de fierté, je pense, et ça peut être un gros booster pour lui dans sa parentalité également. Et puis bien sûr, je voulais vous donner quelques conseils, parce que l'accouchement, c'est quelque chose qui peut être très redouté par les femmes, par les familles, également par le papa d'ailleurs. Et je voulais vous dire aussi qu'il n'y a pas d'accouchement parfait, qu'il n'y a pas, il n'y a pas d'idéal en fait. On fait avec ce qu'on a le jour J, que ce soit ce qu'on a au niveau du contexte, les ressources qu'on a au niveau du contexte, au niveau de son psychologique et également de son physique, parce que ça a aussi son importance. Alors, pour vous donner un petit peu quelques éléments, alors comme je vous disais, je vais vous parler de comment j'ai accouché toute seule, sans professionnel de santé, etc. Bon, bien sûr, c'est pas non plus un podcast pour vous encourager à accoucher comme je l'ai fait. C'est sûr que dans le meilleur des cas, il faut avoir, si ça tourne mal, entre guillemets, que Dieu vous en préserve, c'est mieux d'avoir du personnel de santé à vos côtés, enfin quelqu'un qui saura appliquer les bons gestes. Nous, je vous dirai un petit peu plus loin, on avait pris le contexte, donc c'est le contexte pour vous rappel du lockdown, excusez-moi, comme j'ai l'habitude de parler en anglais souvent, je perds un peu mon français parfois. C'est un contexte de confinement, voilà, donc avec les maternités organisées telles que vous le savez actuellement, donc fallait accoucher avec un masque, etc. Enfin voilà, vous connaissez un petit peu le contexte, j'ai pas besoin de revenir là-dessus. Il s'agissait donc de ma petite fille qui est née il y a 3 mois, presque jour pour jour. Et à la base, je devais pas du tout accoucher seule à la maison. J'avais choisi d'accoucher dans un hôpital entre guillemets de luxe, mais enfin un hôpital privé à Dubaï, parce que c'était important pour moi d'accoucher dans l'eau, comme je l'avais fait pour mon premier. Alors ça s'était très bien passé pour le premier. La grosse différence, c'était que en dépit du fait que ça se soit très bien passé, que j'ai pu accoucher dans l'eau, l'équipe était géniale, et l'équipe médicale était la sage-femme et ses assistantes, elles étaient vraiment très bien. Eh bien, je me suis, avec le recul, je ne me suis pas sentie actrice en fait de mon accouchement. Si je vous le dis un petit peu familièrement, j'ai le souvenir de m'être calée dans la baignoire et d'avoir supporté les contractions pendant 11 heures. Environ 11 heures, un peu plus de 11 heures, et sans être actrice au sens où je vais vous le décrire par la suite. Alors à la base, comme je vous disais, il était prévu que j'accouche dans un hôpital sur Dubaï avec une super gynéco qui s'appelle Dr Aïcha El Zouebi, Parkview Hospital, que je vous recommande d'ailleurs si vous êtes amené à accoucher à Dubaï. Qui était super à mon écoute, qui a entendu mes doléances sur notamment le retard du clampage du cordon ombilical, enfin voilà, le truc le plus... je voulais accoucher de la manière la plus naturelle possible. J'avais déjà accouché sans péridurale pour mon premier, je voulais également le faire pour le deuxième. Donc voilà, elle était ouverte à tout ça, elle était pas intrusive du tout, super sympa, elle m'avait même donné son numéro WhatsApp pour vous dire. Donc c'était plutôt parti comme ça. Et puis, il y a eu les fermetures des frontières et également des mesures sanitaires qui ont été prises sur Dubaï
je communiquais donc avec ma gynécologue par WhatsApp, et c'est elle qui m'a appris que il n'était plus possible en fait d'accoucher dans une piscine à cause du coronavirus. Donc j'étais déjà un petit peu déçue, si je peux dire ça comme ça. J'ai su ça, pour vous dire, un mois, je pense, avant d'accoucher, mais une nouvelle, entre guillemets, n'arrive jamais sans l'autre. Et bien également, ma gynécologue, qui est d'origine britannique, s'est trouvée enfermée, entre guillemets, en Grande-Bretagne. Elle ne pouvait pas rentrer. Alors je sais que quand on arrive à l'hôpital, on n'accouche pas forcément avec sa gynéco, c'est sûr, mais voilà, ça faisait quand même deux nouvelles qui étaient à un mois de l'accouchement, qui étaient un peu compliquées déjà du point de vue du contextuel. C'était déjà un peu compliqué. Alors pour revenir sur ma situation, parce que je vais vous faire un petit parallèle, pour mon premier accouchement, comme je vous disais, qui s'est passé dans une baignoire sans péridurale, etc., accompagnée d'une sage-femme dans un hôpital public en France. C'était très bien passé. Eh bien, pendant ma grossesse, alors pour la petite anecdote, j'ai travaillé jusque la veille au soir. Je devais être en congé maternité le 30 novembre 2016, et je me suis trouvée en fait donc 19 jours avant la date prévue, et en fait j'ai arrêté de travailler à 22h30, et à minuit et demi le travail a commencé. Voilà pour la petite anecdote. C'était une grossesse que j'ai bien vécue, pas eu de soucis, bon, mis à part une prise de poids assez significative, mais bon, je suis grande en taille, donc c'était pas dramatique. Eh bien, j'ai une grossesse où j'ai continué de faire du sport quasiment jusqu'à la fin, je pense jusqu'à 7 mois et demi, parce qu'après j'ai eu sciatique, mon bébé il avait pas la tête en bas, donc j'ai dû faire une version à 15 jours de l'accouchement, etc. Donc ça a été un petit peu compliqué, mais ça s'est bien terminé. La version, donc en fait ça consiste, la version manuelle, donc là je vous parle de mon premier enfant, c'est le fait de tourner le bébé. C'est important que vous le sachiez que c'est possible. C'est une version externe, donc en fait le médecin il vous met les mains sur le ventre et il tourne le bébé. Bon, alors je vais pas vous mentir, ça fait mal. Mais ça a marché, donc il a déplacé, c'était un médecin libanais, je ne sais plus son nom, mais un jour, parenthèse dans les parenthèses, un jour je l'ai croisé au Carrefour et je suis partie le remercier, parce que j'étais vraiment très reconnaissante, parce qu'il a été une des causes qui m'ont permis d'accoucher par voie naturelle pour mon premier. Donc il a retourné le bébé tête en bas, et après physiquement j'allais beaucoup mieux, mais pour cette première grossesse, physiquement j'étais vraiment bien. J'ai fait du sport assez tard, entre guillemets, j'ai nagé dans la mer, nagé dans les lacs, je faisais du vélo elliptique, enfin voilà, c'était impeccable. Et en revanche, pour cette deuxième grossesse, eh bien, je dirais que j'ai vécu une grossesse assez misérable. J'étais beaucoup malade, j'ai eu des infections des bronches pulmonaires. Avec le recul, je me suis même demandé si j'avais pas eu le coronavirus au début de ma grossesse, mais bon, au niveau des dates, ça correspond pas trop. Et j'ai infection cutanée, bon, j'étais tout le temps malade, j'étais vraiment très très fatiguée. J'ai arrêté je pense qu'à 3 mois et demi, j'étais plus en capacité de faire du sport. Et à partir de 7 mois, j'ai commencé à avoir des contractions de Braxton Hicks, le nerf sciatique bloqué. J'avais le sacrum, j'avais l'impression d'avoir le sacrum fracturé. À un moment donné dans ma grossesse, je pouvais même plus marcher. Je marchais à 4 pattes, entre guillemets, voilà, pour me déplacer d'une pièce à une autre. Enfin, physiquement, c'était vraiment, je me sentais vraiment fatiguée et vraiment misérable. C'est le cas de le dire, voilà. Et je sais qu'un accouchement, et c'est d'ailleurs un des conseils que je donne souvent aux mamans qui attendent un enfant, je leur dis toujours, préparez votre accouchement comme si vous alliez faire un marathon. Bon, là, j'étais clairement pas physiquement en mesure de faire un marathon, mais psychologiquement, émotionnellement, j'étais égale à moi-même toute la grossesse. Je ne fais pas partie des femmes qui sont spécialement sensibles pendant leur grossesse, etc. Dieu merci, je perds pas non plus la mémoire ou ce genre de choses. Alors ça m'arrivait de faire un petit peu plus de fautes d'orthographe que d'habitude, parce que votre corps il est occupé entre guillemets à fabriquer un être humain. Donc en général, les futures mamans perdent un petit peu la mémoire. Bon, vu mon travail, je pense que mon cerveau il s'est dit c'est pas possible de perdre la mémoire, Émilie, en étant psychologue. Donc moi j'étais plus sur les fautes d'inattention, etc. Ce genre de choses qui ne sont pas passées inaperçues dans les mails que je pouvais vous envoyer ou dans ce que j'écrivais sur les réseaux sociaux. Soit. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que, donc là, pour cette deuxième grossesse, j'ai arrêté de travailler environ 1 mois, 1 semaine avant d'accoucher.
Et je passais beaucoup de temps au lit et j'ai commencé à lire beaucoup, à me renseigner sur ce qu'on appelle, alors je prévoyais pas forcément d'accoucher à la maison, mais ça m'intéressait de voir comment on faisait. J'ai eu du temps en fait pour lire, pour voir comment on accouchait de par le monde, seul ou accompagné, avec des doulas, avec des sages-femmes. Seul, unassisted, ils disent en anglais, ou free birth. Donc voilà, je voulais voir un petit peu si je pouvais trouver des choses pour me faciliter mon accouchement. J'étais intéressée par ça. Et puis en parallèle, j'ai cherché une autre maternité parce que pour se rendre à Dubaï, ça devenait un petit peu compliqué avec le coronavirus parce que je vis à Ras El Khaimah, donc Ras El Khaimah pour les francophones. Donc j'ai commencé à chercher une maternité, j'en ai trouvé une maternité d'État, gouvernementale, enfin voilà, publique, voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Et donc j'avais eu que des bons retours dessus. Je m'étais dit je vais faire un maximum de travail toute seule à la maison. Je peux pas être dans une piscine, etc. à l'hôpital, mais je vais le faire à la maison. Je vais faire le travail le plus possible toute seule. À l'aise dans ma maison, et puis entre guillemets à la dernière minute je partirai à la maternité. Ça c'était mon projet, mon plan B. Donc avec mon conjoint, on a cherché une petite piscine pour enfants, on s'est renseigné, etc. Top, il en a trouvé une à 20 € à Carrefour, c'était super pas cher. On s'est pris le luxe de prendre une pompe électrique, etc. Donc on a prévu des rideaux de douche pour poser au sol, des serviettes, enfin bref, tout ce qu'il fallait au cas où. Donc voilà, ça c'est concernant les préparatifs. Et puis, comme je vous disais, donc physiquement, ne s'est pas amélioré jusqu'à la fin de la grossesse. Et comme j'avais souvent des contractions de Braxton Hicks, donc autrement dit le ventre tendu, mal au sacrum, etc. Donc je pense que j'étais en ce qu'on appelle promodoral labor. Alors s'il y a des spécialistes gynécologues ou sages-femmes qui passent, elles sauront écrire mieux en commentaire peut-être. Donc du travail promodoral, je crois on dit en français. C'est-à-dire c'est pas vraiment un faux travail parce que avec le recul d'ailleurs ça a duré tellement de jours que je pense que ça a facilité que je vous fais un petit spoiler que cet accouchement dure 5 heures au lieu de 11 pour le premier. Eh bien je pense que en revanche ça a contribuer à ce que ça se passe plus vite le jour J. Donc je me retrouve en fait à accoucher dans la piscine pour enfants. Je vous mettrai des photos de la piscine à la fin du podcast. Et que ça se passe plus vite et que, comment dirais-je... Alors, excusez-moi, j'ai été coupée. Je vous dirais que ça se passe assez vite et que, ça se passe assez vite tout simplement. Donc comme je vous disais, contrairement à mon premier accouchement, je me suis sentie plutôt passive. Avec le recul, parce que je l'avais super bien vécu sur le coup, où je me suis sentie, donc avec le recul, quand je compare, assez passive. En fait, c'est pas senti, j'ai été plutôt passive. Comme je vous le disais, je me suis calée dans la baignoire et j'ai essayé de vivre les contractions du mieux que je pouvais, avec d'ailleurs 3 conseils qu'on m'a donnés à l'époque. C'était de visualiser que alors c'est des conseils que j'ai appliqués pendant cet accouchement aussi, et que j'ai optimisé, si je peux dire ça comme ça. Donc de visualiser mon enfant à chaque contraction qui arrive, de me dire voilà, chaque contraction me rapproche de mon enfant, de souffler comme dans une paille, voilà, de vraiment essayer de garder la maîtrise de mon souffle, de ne pas prendre des grandes respirations, etc. et de me mettre dans ma bulle. Donc c'est 3 conseils que je vous conseille et qui m'ont grandement servi à mon premier accouchement. Mais n'en est-il pas moins qu'à la différence psychologiquement, avec le recul, physiquement j'étais prête, j'avais une bonne condition physique, etc. contrairement à là, mais je pense que mentalement, psychiquement, j'étais pas conditionnée de la même manière. Je me suis vraiment conditionnée différemment pour le deuxième accouchement. Déjà, je me suis renseignée. Alors, en dépit du fait que j'avais fait des cours en France d'accouchement, donc j'avais fait vraiment tout ce qu'il fallait faire, etc. J'étais allée, je crois, à 10 cours ou 11 cours avec d'autres femmes. C'était génial. J'ai appris des choses, mais si je dis ce que je pense, j'ai pas appris ce qui m'a servi le plus pour accoucher. Voilà. Ou alors ça m'a échappé le jour J, je ne sais pas, mais ça m'a servi, mais c'est pas ce qui m'a servi le plus. C'est-à-dire que si je vous dis ce que je pense que ça m'a pas servi à être actrice de mon accouchement.
Même si voilà, on nous dit vous pouvez être amené à accoucher dans telle position ou telle position, on nous dit pas que telle position, par exemple si vous vous mettez, que déjà être active ça aide le travail, que de vous mettre à quatre pattes pendant le travail ou de relever un genou et de relever un genou et de vous mettre un genou à terre, ça peut aider le bébé à passer, etc. Enfin, de changer plein de fois de position, ça peut vous aider aussi. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qu'on m'a pas dit, mais que j'ai appris sur les groupes, sur des groupes des réseaux sociaux, et tout ce travail aussi de mentalisation. Alors, certes, pour mon premier accouchement, j'étais très concentrée, j'étais capable de parler assez longtemps. D'ailleurs, ça a surpris le personnel médical à l'époque. Je suis pas quelqu'un de, je suis quelqu'un de plutôt calme, on va dire, calme, posé, je pense. Et du coup, j'ai pas crié, j'ai pas crié pendant mes accouchements, ou j'ai pas pleuré, j'ai pas souvenir en tout cas d'avoir pleuré, etc. Pour le deuxième, c'est sûr, pas crier, pas pleurer. Le premier, pas crier, c'est sûr, pas pleurer, je me souviens plus honnêtement. Donc voilà, pour vous dire que la différence de mon premier accouchement, j'ai vraiment fait un travail de préconcentration, si je peux dire ça comme ça, ce que je vous conseille aussi, de connexion avec mon corps. C'est-à-dire que j'avais conscience qu'il fallait que chaque contraction, certes, me rapprochait de mon enfant, mais que chaque contraction ouvrait, alors je suis désolée s'il y a des âmes un petit peu sensibles ou je vous parle entre guillemets sans tabou, mais ouvrait mon col de l'utérus en fait, préparait mon corps, faisait descendre mon bébé. Donc j'avais conscience de ça, j'avais conscience qu'il fallait que je me parle positivement pendant l'accouchement dans ma tête. Parce que pendant que j'accouche, je suis très concentrée, je suis presque incapable de parler en fait. J'ai complètement ignoré mon conjoint quasiment. Enfin bref, je vais vous en parler un petit peu quand je vais vous raconter au niveau chronologique comment ça s'est passé. Donc là, pour vous dire que mentalement, j'ai préparé, si je peux dire ça comme ça, ce que j'allais me dire dans ma tête pendant que j'allais accoucher, les phrases qui allaient m'encourager, qui allaient me connecter avec mon corps, littéralement, petite parenthèse, pendant que j'avais des contractions, je me disais ouvre-toi, ça y est, tu t'ouvres. Vous voyez, j'essayais de connecter avec mon corps et vraiment de croire, et j'y crois encore, que ça a eu un impact et que ça allait fonctionner. Et je pense vraiment que c'était le cas. Donc voilà, pour revenir un petit peu le jour J, entre guillemets, donc comme je vous disais, j'ai eu pas mal de travail promodoral, donc ce qu'on appelle aussi un faux travail en français, et promodoral labor en anglais, donc si c'est promodoral en français, s'il y a quelqu'un qui est spécialiste, il pourra nous le préciser en commentaire. Beaucoup de contractions de Braxton Hicks, c'est comme si j'avais le ventre en fait contracté constamment, et vraiment une condition physique de beaucoup de fatigue. J'ai fait beaucoup d'insomnie avant d'accoucher, j'arrivais pas à dormir en fait. Donc voilà, j'étais pas au top au niveau physique, mais mentalement je me sentais prête, j'avais l'impression d'avoir reçu toutes les informations dont j'avais besoin. Alors et c'est un conseil que je peux vous donner aussi. D'ailleurs, si vous écoutez ce podcast et que vous n'êtes pas concerné par la maternité ou vous êtes un homme, écoutez-le, parce que c'est des conseils que vous allez pouvoir donner en fait à une femme qui va accoucher. C'est des conseils qui peuvent être pour vous, pour les autres. Vous voyez, vous pouvez avoir une parole réconfortante, on ne sait jamais, vous pouvez être amené entre guillemets, à accoucher une femme, si je peux dire ça comme ça. Donc ça peut être des paroles, des conseils qui peuvent vous servir à vous aussi. Donc voilà, je vous disais... j'ai accouché le 26 avril et j'étais prévue à la base le 29, mais selon la dernière échographie, le 27. Donc bien sûr, j'ai fait tout mon suivi régulièrement, etc. Donc, même si aux Émirats Arabes Unis, c'est beaucoup moins... pas poussé, c'est moins intrusif qu'en France, vous avez moins d'examens, etc. vaginaux que si nécessaire, contrairement en France où c'est tous les mois. Mais bon, j'ai fait toutes mes échos, etc., les prises de sang qu'il fallait, patati patata. Donc le bébé allait bien, tout allait bien. C'est pour ça aussi que je m'étais dit que je ferais tout le travail à la maison, parce que la petite, elle se portait très bien, elle se présentait comme un grand bébé. Et à chaque fois que je faisais des cours, on me disait it's a gigantic baby, puisque c'est en majorité anglophone aux Émirats Arabes Unis.
on me disait toujours que c'était un bébé qui se présentait plutôt grande, etc. Donc voilà, on me disait c'est top, etc. Bon, je me disais bon bah c'est bon, alors elle a l'air d'être bien. Donc voilà, il y avait cette cause-là que j'ai fait pour m'assurer que je pourrais gérer la chose au mieux. Et puis j'avais aussi acheté un fetal Doppler. Alors excusez-moi, en français je sais plus comment on dit. Donc c'est pour checker les battements du bébé, et aussi une machine qui permet de prendre la tension aussi, la vôtre en fait, pendant éventuellement, si vous en ressentez le besoin, pendant l'accouchement. Parmi les connaissances que j'ai acquises et qui m'ont beaucoup aidé pendant l'accouchement, ce que je vous disais, c'est la préparation mentale de ce que vous allez vous dire au moment des contractions, etc. Comment vous allez décider de vivre ces contractions-là, d'une part. Alors il y a ça, je pense que le fait de se positionner par rapport à, par exemple, la péridurale, donc moi dans ma tête, c'est comme si ça n'existait pas en fait. Donc j'y pensais même pas. En premier accouchement, j'y pensé, j'ai pensé à la péridurale, à la césarienne, à la mort, à tout ce que vous voulez. Tellement je souffrais. Bon bah voilà, de toute façon un accouchement c'est sûr, ça fait mal, on va pas se mentir, mais je pense que la manière dont on se positionne vis-à-vis de la douleur est aussi très importante. On peut voir la douleur comme juste de la douleur, et comme je vous le disais tout à l'heure, on peut voir la douleur comme quelque chose qui vous rapproche de votre bébé en fait. Donc je m'étais préparée, je vous disais, vis-à-vis de comment j'allais vivre les contractions, comment j'allais vivre la douleur, comment je me positionnais par rapport aux aides externes chimiques. Et puis, aussi par rapport aux différentes étapes du travail. C'est-à-dire que il y a plusieurs étapes, si j'ai bien compris, encore une fois, s'il y a une gynécologue ou une sage-femme qui voudra bien me corriger si je fais erreur, il y a ce qu'on a... Alors je vais traduire, parce que comme je disais beaucoup en anglais, je suis pas sûre de ce que je vais dire en français, mais le premier travail, on va dire la première phase de travail, où en général vous avez des contractions, grosso modo, toutes les 10 minutes ou toutes les 5 minutes, où ça fait mal, mais vous pouvez encore, entre guillemets, gérer. Et puis à un moment donné, vous passez dans la deuxième phase du travail, donc hard labor, je crois qu'ils disent en anglais, easy labor pour la première phase et hard labor pour la deuxième, si ma mémoire est bonne. Et là, en général, c'est un peu plus soutenu, vous passez à toutes les 3, 4, 1 minute. Mais vous savez que vous avancez en fait dans votre travail. Et puis à un moment donné, il y a une phase, si j'ai bien compris, encore une fois, de transition, où vous allez avoir un petit peu moins de contractions. Je sais plus comment ils appellent ça en anglais, mais je crois que c'est transitional stage. Et donc pendant cette phase, c'est la phase qui vient juste avant la poussée. Et moi, je m'étais dit, bon bah pendant cette phase-là, a priori ça dure 20 minutes, une demi-heure, je vais avoir le temps. Tout était prêt à côté de la porte de sortie, j'aurai le temps d'aller à la maternité. Voilà, c'était prévu, on va dire, c'était planifié éventuellement comme ça. Et puis enfin, vous avez la poussée, entre guillemets, donc là, qui est initiée par l'engagement du bébé au niveau vaginal et pour lequel vous avez des contractions qui sont assez fortes. Et il y a beaucoup de femmes qui les décrivent comme libératrices. C'est pas le même type de sensation, on va dire, que pour les contractions qui sont dans la phase 1 et la phase 2. Voilà, pour ce que j'ai appris et qui m'a servi. Donc ça m'a servi à me positionner, en fait, à savoir où j'en étais pendant l'accouchement, bien que je ne sois pas examinée, même si je me suis examinée moi-même, je vous en parlerai après. Alors, pour le fameux soir. Donc ce fameux soir, je m'étais couchée, je crois vers 22h ou 22h30, je sais plus, peut-être après. Alors quand je vous dis coucher, c'est-à-dire que je ne dormais pas, comme ces dernières nuits avant accouchement, et pour me détendre, parce que voilà, je faisais un gros effort pour me mettre, comment dirais-je, spontanément le plus possible dans un état de détente, de relaxation qui m'était le plus accessible compte tenu des différentes douleurs physiques que j'avais du fait de la grossesse. Donc je regardais à cet effet beaucoup d'ASMR. Alors je sais que ça ne fonctionne pas pour tout le monde, mais moi j'y suis très suggestive. Donc je regardais quand même pas mal d'ASMR pendant la fin de ma grossesse. Donc je regardais de l'ASMR, etc. J'essayais de dormir. Et puis à un moment donné, je sais pas, il devait être... il était 00h30, 1h du matin. Et je me dis, allez c'est bon, je sens le sommeil venir. Et je sens le sommeil venir. Et là, je sens une contraction dans mon bas-ventre. Et là je me dis, ça, c'est pas les mêmes contractions que j'ai depuis 7 mois et demi où j'ai les contractions de Braxton Hicks. Je me dis, ça y est, ça commence, je le savais. Là, c'était
c'est un autre ressenti, vraiment au niveau du bas-ventre, alors que Braxton Hicks, je dirais que c'est vraiment tout le ventre qui se tend. Donc là, je commence à me dire, ok, c'est le moment et tout. Donc encore une fois, je me parle à moi-même. Il y a mon fils, on est en cododo, donc il y a mon fils de 3 ans et demi qui dort entre mon mari et moi. Et donc j'essaye de vivre ça calmement en fait, donc je respire quand ça arrive, je chronomètre et je me rends compte que c'est toutes les 10 minutes. Donc je me dis bon allez je suis encore large, je vais être sympa, je vais laisser mon conjoint dormir encore un peu parce que je sais que ça, voilà il travaillait, c'était le début du mois de Ramadan et du coup il était amené à jeûner le lendemain. Du coup je me suis dit je vais pas le réveiller maintenant, il est fatigué, je vais le laisser dormir et puis il a besoin de force pour ce qui va arriver. Pour me préparer tout ça, donc je vais laisser le dormir jusqu'à ce que vraiment je sente que soit je suis en phase 2 ou alors carrément on doit partir à l'hôpital. Donc toutes les 10 minutes ça continue. J'arrive bien à gérer, donc je me figure, je me prépare, je souffle. Quand la contraction elle vient, je me dis ouvre-toi. Vous voyez, vraiment je me parle à moi-même dans ma tête en fait. Ouvre-toi, relaxe-toi, tout va bien se passer. Enfin, vous voyez vraiment que des paroles. Comme je suis très croyante, je faisais aussi des invocations pour que Dieu y m'aide, etc. Tout ça dans ma tête, dans le calme le plus complet. Et donc je soufflais comme dans une paille. D'ailleurs, je remercie au passage mon amie Sajida qui m'a donné ce conseil-là pour mon premier accouchement. Et donc je soufflais comme dans une paille. Je regardais ça durait combien de temps, toutes les 10 minutes, etc. Et puis vers 3h15, je me rends compte que ça se rapproche beaucoup. Donc là, je devais être peut-être à 5 minutes. Donc je me dis, ok, là je vais réveiller mon conjoint. Donc je le réveille, je dis, ça y est, écoute, c'est bon et tout. Va préparer les sacs, s'il te plaît. Donc hop, il sort directement du lit. Il savait, on avait beaucoup. Voilà, ça c'est un conseil que je peux vous donner aussi. On avait beaucoup. C'était un projet partagé, c'est-à-dire que tout le long, j'ai pas fait ça dans mon coin. Je l'ai informé, je lui ai demandé son avis, je lui ai demandé comment il se sentait par rapport à ce qu'on fasse le travail à la maison. Émotionnellement, voilà, vraiment on a beaucoup parlé autour de ça, on était d'accord, c'est important je pense d'être sur la même longueur d'onde par rapport à ça. Donc pour la petite parenthèse, mon conjoint il n'avait pas assisté à la naissance de mon premier, c'est ma sœur qui était là, donc je fais un petit coucou à Davina, et qui est restée juste quasiment du début à la fin, qui m'a encouragée, qui m'a soutenue, donc j'en profite pour la remercier encore une fois. Qui a été aussi ma mémoire, parce que j'ai zappé beaucoup de choses de mon premier accouchement. C'est pour ça que pour vous dire que j'étais vraiment passive, entre guillemets. Il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées, en fait, et c'est elle qui me l'a rappelé par la suite. C'est ce qui n'est pas du tout le cas du deuxième accouchement. Donc là, c'est pour ça que c'était important que j'en parle beaucoup avec mon conjoint, parce qu'il n'avait pas assisté au premier. C'était même elle qui avait coupé le cordon, donc il était là, il était à l'hôpital, mais il est arrivé après, parce qu'on pouvait faire rentrer qu'une seule personne. Mais voilà, c'était pour lui, c'était vraiment son premier accouchement, entre guillemets. Donc c'était important d'en parler avec lui, de le consulter, etc., de lui demander émotionnellement comment il se sentait par rapport à ça. Enfin, on a beaucoup parlé par rapport à ça. Et puis... Et surtout, voilà, moi j'ai la particularité quand j'accouche, j'aime pas qu'on me parle, clairement, j'aime pas qu'on me parle, j'aime pas qu'on me touche. Je veux être dans ma bulle, je veux faire mon truc toute seule, entre guillemets, concentrée. Donc il savait comment j'étais parce qu'il avait vu quand même au premier accouchement. Je rappelais à mon entourage qu'il fallait pas me parler quand j'avais des contractions, de manière plus ou moins délicate d'ailleurs. Et donc du coup, il savait ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire préparer voilà, il avait un petit peu un plan entre guillemets qu'on avait élaboré ensemble, donc il devait préparer les sacs, les affaires, puis préparer les rideaux de douche. Donc dans mon bureau de travail, on avait décidé ensemble que j'accoucherais dans cette pièce-là parce que il y a entre guillemets un lit, une place, un lit canapé, une place et la place pour mettre la piscine surtout. Donc je pouvais faire mon travail dans le lit quand j'avais envie d'être dans le lit, et puis aller dans la piscine quand j'avais envie d'aller dans la piscine. Donc il savait ce qu'il avait à faire, préparer les affaires, me donner à boire si j'avais soif ou des dates si je voulais manger le plus longtemps possible pour avoir le plus d'énergie possible. Donc d'ailleurs c'est un conseil que j'ai trouvé aussi sur les réseaux sociaux, le fait de boire de l'eau de coco. Je pense que ça m'a beaucoup aidé. J'ai bu beaucoup d'eau de coco. Bon, c'est un petit peu cher, mais bon, je pense que c'est intéressant d'investir pour sa santé. Et j'ai bu quasiment que de l'eau de coco, je crois, que de l'eau de coco, même pendant tout le travail et même après l'accouchement pendant plusieurs jours, ça m'arrivait encore d'en boire pour lancer l'allaitement, etc. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet.
Donc il a installé les rideaux de douche. Alors à l'époque, il y a ma maman qui était là parce qu'il y avait le confinement en France. Elle était venue aux Émirats Arabes Unis, donc elle dormait dans ce qui est moitié bureau, moitié chambre d'amis. Donc il l'a réveillée, il lui a demandé gentiment d'aller s'installer avec notre fils de 3 ans et demi dans la chambre. Et moi, comme je vous disais, j'ai cette particularité, je veux être seule. Donc j'ai demandé comment dirais-je, à mon conjoint de laisser rentrer personne en fait dans la pièce, donc ni ma mère ni mon fils. Ça peut sembler pas sympa, mais bon, voilà, il fallait que je sois pragmatique et je savais ce dont j'avais besoin, donc bon, je suis sûre que personne m'en veut, hein, c'est une certitude, mais voilà, j'avais besoin de faire ça le plus tranquillement possible, en mode voilà, dans un environnement calme, serein, où on ne me parle pas, où on ne me pose pas de questions, où je ne vois pas de crainte sur le visage de quelqu'un, etc. Donc il gonfle la piscine, il installe les rideaux de douche par terre au sol, et il commence à gonfler la piscine avec la machine et bien sûr à la remplir, ce qui prend un peu de temps. Donc on avait acheté, comme je vous avais dit, une piscine gonflable, des tuyaux, comment dirais-je, la gonfleur ou gonfleuse, excusez-moi, automatique pour gonfler la piscine le plus vite possible. Et puis il a commencé il avait fait une installation, donc on avait prévu aussi des tuyaux d'arrosage pour remplir la piscine. On a 2 ballons d'eau chaude, donc on en a eu besoin que de 1, puisqu'il y a 2 salles de bain dans l'appartement, pour remplir la piscine. Et dès qu'elle a été remplie, alors voilà, quand ma maman donc est partie dans notre chambre, je me suis installée sur le lit une place et j'ai fait mon travail, donc en essayant de bouger, de me caler le plus confortablement possible et aussi en essayant d'adopter des positions dont j'avais compris qu'elles faciliter le passage du bébé. À savoir que moi personnellement je suis complètement incapable de marcher ou de monter des escaliers ou quoi que ce soit pendant le travail, que ce soit pendant le premier accouchement ou le deuxième. J'ai besoin vraiment de me concentrer. C'est quelque chose qui, entre guillemets, qui nuit à ma concentration. Donc c'est quelque chose qui peut vous servir, de marcher ou de monter des escaliers, etc. Moi personnellement j'en suis pas capable physiquement. Donc j'ai plutôt optimisé là-dessus. Et une des pensées envers laquelle j'ai lutté avec laquelle plutôt j'ai lutté pendant l'accouchement, c'est non, tu peux pas te tourner, tu peux pas, enfin vous voyez, de pas me sentir capable en fait de me mettre à 4 pattes ou de me mettre accroupie ou de changer de position, d'avoir peur en fait de bouger et d'avoir plus mal pendant les contractions. Donc ça c'est vraiment moi une pensée, je pense, qui m'a été limitante pendant le premier accouchement et avec laquelle j'ai essayé de lutter et je pense que ça m'a beaucoup servi. Et d'ailleurs quand je me rendais compte que j'étais là-dedans psychiquement, donc tout se passait dans ma tête. Si mon conjoint est passé à côté de moi, il me l'a dit après, t'étais hyper calme, je t'entendais juste souffler, etc. Donc lui, il se rendait compte de rien et il faisait bien attention de me parler le moins possible, comme je lui avais demandé. Eh bien, j'étais en train de psychiquement, voilà, de lutter aussi avec ça. Et donc quand il a eu terminé de remplir la piscine, alors il y a aussi quelque chose qui moi m'a facilité, c'était de ne pas regarder l'heure en fait. Comme je vous disais, je sais que ça a commencé vers minuit et demi, 1h du matin, mais je ne sais pas à quelle heure je suis passée d'un stade à un autre. Mon conjoint il a pu me dire approximativement à quelle heure je suis rentrée dans la piscine. Et puis je voyais le soleil aussi se lever, donc j'avais une petite idée, mais je voulais pas savoir où j'en étais en fait. Je voulais pas savoir quelle heure il était, je voulais avoir entre guillemets aucune notion du temps parce que je voulais pas avoir de me dire ça avance vite ou ça avance pas vite, au contraire. Donc voilà. Après ça je pense c'est un peu personnel. Moi ça m'a aidé, je pense, d'être déconnectée du temps, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est une autre entre guillemets astuce que moi j'ai utilisée. Donc vraiment là je voulais pas non plus, si j'avais eu le temps d'aller à la maternité, j'avais dû y aller, eh bien j'aurais demandé à ne pas être examinée, vous savez, le 1 doigt, 6 doigts, 5 doigts, 7 doigts, réellement ça veut rien dire parce que vous pouvez passer de 3 doigts à 5 doigts en 5 minutes comme en 5 heures si je grossis le trait, et du coup je me suis dit ça sert à rien que je me déconcentre avec ça en fait. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose qui m'a servi et qui peut-être peut vous servir si l'équipe médicale juge que vous pouvez, si le contexte fait que vous pouvez être checké le moins possible. Je pense que ça déconcentre beaucoup en fait. Vraiment, je vous parle franchement en fait. Je vous pousse pas dans un centre ou dans un autre, mais avec le recul, le fait de pas avoir eu à parler à une sage-femme pendant l'accouchement, de pas avoir été perturbée en fait, qu'on me parle pas, qu'on me demande pas, même pas si ça va,
qu'on ne me touche pas, que ce soit vaginalement, enfin là, que j'ai pas d'examen ou que j'ai pas de ceinture autour du ventre, etc. Ça m'a vraiment permis de garder ma concentration optimale voilà, moi ça m'a aidé. Encore une fois, je vous encourage pas dans un sens ou dans un autre, hein. Il faut que vous restiez en sécurité, vous et votre bébé, c'est le principal. Voilà, mais moi personnellement, ça m'a aidé. Donc, quand il a eu terminé de remplir la piscine, je me suis dit, ok, là, sur le coup, je me suis pas sentie capable de me lever et d'aller dans la piscine, en fait. Et je me suis dit, non, Émilie, tu es capable d'y aller, vas-y, ça va te faire du bien, c'était dans ton projet, etc. Tu peux le faire, tu peux te lever. Donc, j'ai attendu entre 2 contractions. Donc, à ce moment-là, ah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, c'est que entre le moment où je suis partie donc de notre chambre où on dort à mon bureau, ça s'est intensifié, ça s'est accéléré, j'aurais même pas vous dire, je pense que c'était c'est comme si je suis passée de 10 minutes à presque toutes les 3, 2, 1, hyper rapidement, de sorte à ce que je me sente, mais alors déjà je me sentais pas capable d'aller dans la piscine qui était à 3 pas de moi. Donc là j'étais à ce stade-là, ça allait tellement vite, j'étais plus capable de m'habiller, de ressortir, etc. Donc j'ai informé mon conjoint que je crois que je lui ai dit, je sais même plus si je lui ai dit, mais je crois qu'il a compris en fait. Et donc il m'a vu, je suis allée dans la piscine. Et franchement, quand je suis rentrée dans l'eau, l'énergie, ça m'a coûté de l'énergie psychique, de me dire c'est bon, je peux y arriver, etc. Donc j'ai entre guillemets sauté dans la piscine entre 2 contractions. Ça m'a fait un bien, si vous saviez, de rentrer dans l'eau chaude. C'était magnifique. Donc franchement, ça soulage d'aller dans l'eau. Bon, bien sûr, c'est comme vous le sentez. Hein, même pour le premier, j'avais senti le soulagement de rentrer dans la baignoire. C'est magnifique. Et là, non seulement j'étais donc là, c'était une piscine gonflable. Et là, et en fait, non seulement ça m'a soulagée, mais en plus, j'ai pu m'agripper à la piscine. J'ai fait un tas de hugs, de câlins à la piscine pendant mes contractions, en pouvant passer ma jambe au-dessus, etc., au-dessus de la piscine gonflable, chose que j'avais pas du tout fait. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et donc, je pense que là, je devais être je dirais que la deuxième moitié du travail, la deuxième phase de travail, où pareil, j'ai essayé de bouger le plus possible dans la piscine, donc en essayant de faire bouger mes hanches, un petit peu comme si, entre guillemets, vous dansiez, vous voyez, faire bouger mes hanches, passer d'être accroupi sur une jambe et puis sur l'autre, à 4 pattes, vraiment le truc où je me sentais le plus à l'aise, pour passer mes contractions, en fait, toujours avec ce discours interne de tu t'ouvres, ouvre-toi. Enfin, franchement, je parlais à mon bassin, quoi. Ouvre-toi, tu t'ouvres, vas-y, etc. J'ai essayé de m'examiner moi-même donc j'avais regardé un petit peu comment ça se passait, donc pour savoir si on est à 1 doigt, 2 doigts, 5 doigts, etc. J'avoue que quand j'étais sur le lit, avant de rentrer dans la piscine, j'ai essayé de le faire moi-même. Ça m'a donné une contraction terrible. Après, je me suis dit, ok, je ne le fais plus. Donc c'est pour ça aussi, je vous dis, je pense que le fait de pas être examiné, ça aide, hein, parce que en tout cas, quand moi j'ai essayé de m'examiner, c'était sachant que j'avais essayé de le faire pendant ma grossesse pour voir si j'étais ouverte un petit peu le col de l'utérus, mais je pense que j'ai le col qui est haut parce que je suis assez grande et j'ai pas réussi à le toucher, donc je pouvais pas savoir si mon col était ouvert ou pas. Et pendant le travail, j'ai essayé de le faire, catastrophique, j'ai eu une contraction de dingue. Alors je pense que ça m'a déconcentrée en fait, et du coup je l'ai vécu différemment. Je pense pas qu'elle était plus forte que les autres après, mais que je l'ai vécu différemment parce que j'ai porté mon attention sur autre chose. Donc une fois dans la piscine, waouh, soulagement maximum. Donc vous êtes dans l'eau, vous avez la chaleur de l'eau. Je pouvais m'appuyer sur la piscine, serrer la piscine quand j'avais des contractions qui étaient quand même assez fortes. Hein. Donc c'était tellement fort que pour la petite anecdote, j'ai failli vomir à un moment donné. Donc mon mari a été assez sympa de récolter ce qui est arrivé à ce moment-là. Mais franchement, je sais pas comment vous expliquer. J'étais bien en fait, j'étais confiante, j'étais connectée avec mon corps, je sentais mon corps, enfin je sais pas comment vous expliquer, je sentais mon corps s'ouvrir, j'étais complètement consciente de tout ce qui se passait, j'étais complètement actrice de mon accouchement, j'essayais de bouger, etc. Je sentais la tête du bébé, franchement alors j'ai regardé le soleil se lever, enfin c'était magnifique, enfin vous voyez j'ai senti le soleil se lever sur moi, hein, parce que je
j'avais les yeux fermés. Souvent, quand j'avais des contractions, j'avais les yeux fermés. Encore une fois, je vous disais, j'ai essayé de garder mon calme le plus longtemps possible. Donc, pour vous dire à tel point qu'une fois que mon conjoint a tout installé, il s'est allongé sur le lit et il s'est endormi. Donc, voilà, il s'est reposé un petit peu, etc. Et puis quand ça devenait un petit peu, là quand j'ai senti que, comme je vous disais, la phase de transition elle a été hyper courte, ça aurait été impossible pour moi de me lever, etc. J'ai même pas eu le temps en fait. J'ai senti que ça arrivait, donc je l'ai informé, etc. Que je sentais qu'elle commençait à descendre. Et puis j'ai eu des contractions qui étaient complètement différentes. Alors là à ce moment-là, alors mon conjoint m'a dit que ça a duré. Le travail en lui-même a duré moins de 30 minutes. On ne sait pas exactement, parce qu'en fait, on s'est fié un petit peu au soleil, puisqu'à un moment donné, il est parti prier, il est revenu. Donc, j'ai capté, ça m'a indiqué un petit peu où on en était au niveau de l'heure, sans lui demander l'heure toujours. Et puis et donc là j'ai senti que c'était vraiment le travail, les contractions étaient différentes, j'ai senti que le bébé il descendait et puis il y a aussi un savoir que j'ai appris en fait sur les groupes etc. de femmes qui échangeaient autour des accouchements naturels sans assistance etc. Mais je voulais le faire même si je partais à l'hôpital, c'était d'attendre en fait ce qu'on appelle le réflexe d'éjection fétale. Donc en fait c'est une théorie hein, mais bon je pense qu'il se vérifie dans la pratique où on n'a pas besoin, si je peux dire ça comme ça, de pousser. C'est-à-dire que moi, pour mon premier accouchement, j'étais encouragée à pousser. J'ai poussé de toutes mes forces, etc., ce qui m'a valu des points de suture et tutti quanti. Mais là, c'est d'attendre que votre corps prenne le relais, en fait, dans ce réflexe d'éjection fétale, que votre corps prenne le relais et votre corps pousse tout seul. Et donc, quand j'avais mes contractions et que je savais que la petite, elle était en train de descendre, j'étais en train d'implorer mon Seigneur pour d'avoir ce réflexe d'éjection fétale qui arrive en fait. Donc pareil, en parlant entre guillemets à mon corps dans ma tête. Alors autant comme je vous disais pour le premier accouchement, franchement dans ma tête je me suis dit ça doit être génial la césarienne, la péridurale, qu'est-ce que ça doit être bien. Enfin j'avais des pensées comme ça, la mort. Enfin vraiment j'ai pensé, même si j'étais j'ai vécu. Je pense que d'extérieur on avait l'impression que je gérais plutôt bien les choses, mais dans ma tête quand même j'ai eu des pensées, je pense assez anxiogènes qui me sont traversées l'esprit, alors que là pas du tout. J'étais hyper confiante, hyper connectée avec mon corps, comme je vous disais. Donc j'avais vraiment fait ce travail-là avant l'accouchement. Et voilà. Donc quand la petite elle s'est engagée, pareil, je continue. Donc j'implorais pour ce réflexe d'éjection fétale pour qu'il arrive et j'essayais toujours d'avoir ce discours positif, confiant, etc. Quant à la descente de la petite. Donc et effectivement j'ai eu ce réflexe d'éjection fétale. Donc là vous sentez vraiment votre corps qui pousse tout seul. C'est incroyable comme tout est bien fait et donc je faisais des efforts pour pousser, c'est sûr, mais beaucoup moins que ce que j'ai poussé pour le premier accouchement et je faisais, alors c'est pas tant des cris, c'est pas des cris mais plutôt des comme ça, mais un petit peu plus fort entre guillemets. Bon, je vais pas vous faire le bruit, mais j'ai pas eu peur de réveiller mes voisins, quoi. Mais vraiment, ça me prenait. C'est comme si mon corps il était pris et ça sortait tout seul, quoi. Et donc ça a continué comme ça à chaque fois les contractions. Donc en même temps le réflexe d'éjection fétale, oui c'est ça. Qui venait. Donc là pareil, j'ai adopté plusieurs positions en me disant, en imaginant vraiment, et je pense que c'était en ressentant même mon bébé descendre dans le vagin. Alors je sais que ça fait hyper perché ce que je suis en train de vous dire, mais je vous jure que ça s'est passé comme ça. Et donc là je me suis dit tiens, à un moment donné moi ça m'a semblé, mais moi si vous saviez ça m'a semblé une éternité. Mon conjoint m'a dit mais pas du tout, ça s'est passé hyper rapidement. Pour lui c'était c'est passé hyper rapidement. Comme je vous disais, ça aurait été inenvisageable, c'était impossible de partir à la maternité en fait. Et donc ça s'est passé hyper rapidement, alors que bien sûr quand vous êtes concentré dans l'action, dans le truc, etc., connecté, vous avez l'impression, et puis surtout que ça fait mal, mais franchement c'est une douleur qui est supportable, quoi. C'est vraiment une douleur qui est supportable. Je pense que on va pas se mentir, je m'étais habituée à un certain seuil de douleur pendant la grossesse avec les contractions de Braxton Hicks, avec les douleurs au sacrum, etc., le travail promodoral et tout. Donc c'est comme si j'étais un petit peu habituée. Mais c'était faisable, quoi. Franchement, c'était faisable.
Et donc ça a continué, etc. Et là, j'avais besoin de savoir quand même où en était la tête. Et donc je me suis auto-examinée. Donc je m'étais renseignée sur comment faire, etc. Bien sûr, j'étais propre, mes mains étaient propres, etc. Et je me suis auto-examinée. Et là, j'ai senti, c'est incroyable, j'ai senti la tête de mon bébé. Donc elle était à 3 phalanges de majeur, donc j'ai des doigts assez longs, on va dire, parce que je suis grande. Mais voilà, je savais qu'elle avançait, elle progressait, donc là je l'ai senti. Et il m'a semblé qu'elle était encore dans le sac amniotique, mais sans en être tout à fait certaine, parce qu'on sent quand même un peu, entre guillemets, la tête, les cheveux, etc. Et puis j'ai continué à pousser, à faire ce travail mentalement pour avoir ce réflexe d'éjection qui se mettait en place, à l'attendre, en fait, à avoir confiance, entre guillemets. Et je sentais que ça allait, à aucun moment donné, je me suis dit, il y a un problème, ça se passe mal, il y a quelque chose qui m'échappe. Non, je sentais vraiment, comme je vous disais, le bébé descendre, etc. Le réflexe d'éjection fétale, c'est quelque chose d'incroyable, où certes on pousse, mais vraiment on sent que c'est le corps qui fait le boulot, quoi. Et puis, donc j'ai continué à pousser. Alors là, pour le coup, je saurais pas vous dire combien de fois j'ai poussé. Mon conjoint, il saurait pas dire non plus, mais pour lui, ça a pas été. Pour lui, de ce qu'il m'a dit, c'était pas beaucoup. Et puis. Et j'ai rechecké par la suite, et là je la sentais à un doigt. Et alors pendant que je poussais, comme je vous dis, j'ai fait plusieurs positions. Encore une fois, je suis allée contre ma peur de bouger et d'avoir plus mal. Comme je vous disais, j'ai vraiment fait un gros travail sur les fausses croyances, en fait, que j'avais par rapport à ça. Et j'ai senti qu'il fallait que je me mette à 4 pattes, donc je me suis mise à 4 pattes pour pousser, etc. Et puis mon conjoint, il était derrière moi, etc. Donc il me donnait des détails sur des détails que par pudeur je vais peut-être pas vous dire tout, mais en tout cas il me disait à quoi ça ressemblait, etc. Comment mon corps changeait de couleur, le bas de mon dos changeait de couleur, etc. Donc il était halluciné par ça, mais franchement il a bien gardé son calme, etc. Il m'avait confié avant l'accouchement que il préférait, entre guillemets, se fermer au niveau émotionnel pour pouvoir être très pragmatique et opérationnel le jour J, ce que j'ai compris tout à fait. Donc il me décrivait ce qui se passait, il faisait les gestes qu'il fallait pour purifier l'eau. Voilà, bon, si vous inférez un peu, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Et puis la petite, elle a commencé à sortir la tête, en fait, et quand la tête est sortie, là il me dit, Émilie, elle est dans le sac, et ça sortait pas. Enfin, moi j'avais l'impression que elle sortait pas, quoi. Donc là je me suis tournée, et j'avais une jambe presque allongée, une jambe relevée, et je lui ai dit prends-la par l'épaule. Et il me disait non, je peux pas, je vois pas l'épaule, etc. Et puis donc j'ai encore poussé, et je me rappelle avoir dit sors tellement j'en pouvais plus. Et c'est on a envie que ça se termine quand on est en plein accouchement. Et puis il m'a dit il y a l'épaule et tout. Je lui dis prends-la par l'épaule. Il me dit non, je veux pas, pousse. Et puis là c'est là que j'ai poussé et qu'elle est sortie. Et en fait je me suis retournée, et donc lui il l'a reçue dans ses mains. Elle était encore dans le sac amniotique, et je me suis retournée, il me l'a posée sur les mains, et elle avait et le sac s'est rompu de lui-même, en fait. Ah oui, petite parenthèse, j'ai jamais perdu les os, donc, puisqu'elle est née dans le sac, et j'ai pas perdu le bouchon muqueux non plus. Donc c'est aussi pour ça qu'on n'est pas parti à la maternité, parce que on n'a pas eu ces signes-là qui nous auraient fait penser que l'accouchement était imminent. Et donc il me la pose dans les bras, et alors je pense que c'est assez instinctif, entre guillemets, sur le coup. Je l'ai regardée, j'ai regardé de quelle couleur elle était, je l'ai retournée sur mon bras. Donc je suis formée au premier secours et en secours en équipe, mais bon, je pense que c'est assez instinctif. Je l'ai retournée sur mon bras, j'ai tapoté dans le dos, je me souviens lui avoir dit allez ma fille, respire, etc. Donc elle s'est retournée, je l'ai retournée, pardon. Et puis elle a pleuré, elle respirait bien, elle était d'une bonne couleur. Après mon mari est parti chercher ma mère, et puis mon petit garçon s'est réveillé entre-temps. Et donc on l'a mise dans une serviette, etc. Donc je suis sortie de l'eau encouragée par ma mère et mon conjoint, parce que ils m'ont dit ouais, la petite elle a froid, sort, etc. Donc moi je serais restée dans l'eau, mais j'ai répondu à leur conseil.
Et donc j'avais toujours, donc le placenta n'était pas sorti, hein, le bébé il était toujours relié à moi. Et donc je me suis installée sur le lit. J'ai allaité, j'ai bu, je crois que j'ai allaité autant que je pouvais la petite. Là, je vais vous le faire un petit peu en rapide, hein, ça a duré 1 heure, donc j'ai allaité la petite, je me suis allongée, donc le cordon, ça me donnait l'impression qu'il était assez court, hein, j'avais pas une grosse latitude de mouvement. Et puis à un moment donné, j'ai senti comme si j'avais une contraction, donc je pensais que c'est le placenta qui arrivait. Je pense qu'on était à 20 minutes après l'accouchement, et du coup j'ai demandé à mon conjoint, donc là encore j'avais appris des informations inutiles, c'est-à-dire que la position en squat favorise en fait la descente entre guillemets. Donc je me suis mise en squat au-dessus d'une bassine jaune et alors il y a des caillots qui sont sortis, etc., mais pas le placenta. Donc je me suis rallongée, etc. Donc on va pas vous mentir, hein, c'est assez impressionnant, hein, de voir autant de caillots de sang et de sang, etc. Autant c'était pas, je sais pas, il devait y avoir 1 litre ou 2, hein, c'était pas une hémorragie. C'est un indicateur aussi, hein, d'ailleurs, hein, donc le bébé, c'est le score d'Apgar, etc., la couleur, la respiration, comment vous vous sentez. Voilà, donc j'ai essayé aussi d'être hyper attentive à comment je me sentais, est-ce que je perdais beaucoup de sang, etc. Donc non, je perdais pas de sang, hormis là quand je vous ai dit j'ai eu la contraction. Et puis au bout de 45 minutes, là j'ai senti encore une contraction arriver, donc j'ai appelé mon mari, je lui ai dit remets-moi la bassine s'il te plaît. Je me suis mise, j'ai squatté au-dessus de la bassine, je tenais mon bébé dans mes bras parce que comme je vous disais le cordon était assez court et d'éjection, alors là pas fétale mais placentaire, et j'ai fait oh et voilà je vous fais pas le vrai cri, mais c'était un peu ça. Et le placenta est sorti d'un coup. Quand je vous dis, pour mon premier accouchement, comment j'ai galéré pour sortir le placenta, j'ai sorti le placenta après avoir été recousue, et je crois qu'elle m'avait fait la piqûre c'est pas d'ocytocine, c'est de pitocine. Alors là, je l'ai sorti complètement naturellement, rien que en allaitant mon bébé, parce que l'allaitement fait contracter l'utérus, et donc après, vous pouvez éjecter le placenta. Donc au bout de 45 minutes, le placenta est sorti, il était intact. Donc ça, on savait qu'il fallait aussi qu'on vérifie le placenta pour voir s'il n'y avait pas un bout, etc., parce que ça peut être un indicateur d'hémorragie. Et non, le placenta était nickel. On l'a mis de côté. Donc la petite était toujours reliée. Alors pour vous dire, hein, on a mis le placenta dans une passoire de cuisine. La passoire était à côté de moi dans un saladier et de la petite. Donc je me reposais, j'étais allongée. Mon conjoint est parti préparer le petit déjeuner. Il a appelé l'ambulance. Donc ce qui est bien aux Émirats, c'est que vous pouvez demander une équipe de femmes. Donc il a demandé une équipe de femmes, etc. Donc l'ambulancière, elle est arrivée. Donc c'était une femme et un homme, mais l'homme a respecté mon besoin de pudeur et est resté dans le couloir de mon appartement. Donc la femme est venue, elle a checké le bébé, elle m'a félicité, elle m'a dit que tout allait bien, etc. Donc voilà, elle nous a rassurés par rapport à ça. J'avais pas une tension artérielle, mais j'avais comment on appelle ça, la pression artérielle, voilà, qui était un peu basse, mais j'étais comme ça toute la fin de ma grossesse, donc c'était pas quelque chose qui nous a fait flipper, et je perdais pas de sang, donc tout laissait penser que j'étais pas ouverte, j'étais pas déchirée, pardon. Il y avait aucun signe aucun symptôme, voilà, d'hémorragie ou qu'est-ce. Et j'étais quand même me faire examiner en maternité dans l'après-midi, mais bon, c'est pas l'objet de ce podcast. Et donc voilà, elle est arrivée, c'est elle qui a coupé le cordon, elle a coupé le cordon, donc du coup la petite elle est restée, elle est arrivée, ils sont arrivés en moins de 10 minutes, c'était hallucinant. Donc c'est connu aux Émirats que l'ambulance arrive rapidement, mais là c'était vraiment, on a eu l'impression qu'ils étaient dans le bâtiment à côté, c'était super rapide, ils étaient très gentils, doux, enfin vraiment l'ambulancière elle était vraiment géniale. J'aimerais pouvoir la remercier là, mais là par contre pour le coup j'ai pas retenu elle est originaire des Philippines, elle était vraiment super pro, super gentille, super empathique, etc. Vraiment géniale. Donc elle a coupé le cordon du bébé, etc. Et puis elle est repartie en me faisant promettre d'aller me faire ausculter l'après-midi. Le bébé, tout allait bien. Elle m'a dit super, le crâne est magnifique, t'as super bien accouché. Ça m'a fait rire quand elle m'a dit ça. Et donc elle nous a laissé le placenta dans un sachet.
qu'on devait ramener à l'hôpital. Alors pour la petite histoire, le placenta, ils l'ont pas gardé à l'hôpital avec le coronavirus, c'était un petit peu compliqué, etc. On l'a jeté dans la mer 5 jours après l'accouchement, on l'a conservé dans le frigo pendant 5 jours. Je vous mettrai des photos aussi du placenta. Bon, s'il y a des curieux, bon, c'est un peu entre guillemets gore, mais peut-être c'est intéressant de voir à quoi ça ressemble et de s'imaginer en fait comment ça nourrit en fait le bébé. C'est ce qui devient une partie de votre corps en fait qui nourrit votre bébé, etc. Donc on est descendu 5 jours à la naissance, après la naissance de la petite, et on est descendu en famille, on a acheté le placenta dans la mer, voilà, on est revenu, enfin c'était sympathique quoi. Et voilà, donc j'ai parlé beaucoup, 50 minutes. Bravo aux plus courageux qui ont écouté le podcast en entier. Vraiment, je voulais partager avec ça parce que c'était important pour moi de passer ce message aux femmes, de se dire en fait que vous êtes capable d'accoucher. Quand je vais vous dire seule, c'est seule en étant accompagnée, mais d'être actrice de votre accouchement. En fait, c'est vraiment, comment dirais-je, on m'a dit tu es courageuse, on m'a dit t'es une ouf. C'est ni du courage ni de la folie, c'est ni de la folie parce que j'avais quand même pris mes dispositions, je me suis instruite, je me suis éduquée, le bébé il était en bonne santé, il était a priori en bonne santé, etc. Et puis c'était pas de la folie parce que voilà, quand même j'y suis pas allée à l'aveuglette, c'était pas du courage non plus parce que pour moi j'ai fait ce que j'ai été créée pour faire en fait. Donc j'ai envie de vous dire, j'avais pas le choix. c'est comme ça en fait, j'ai juste essayé de tirer de donner le meilleur de moi-même, c'est clair, dans cet accouchement, d'en tirer le meilleur parti. Franchement, c'est un super souvenir que je garde. Pendant plusieurs semaines, j'y pensais en me disant, c'est trop bizarre ce que je vais vous dire parce que c'est pas quelque chose que, après le premier accouchement, même si c'était bien passé, je me disais pas, je suis pressée de raccoucher, bien au contraire. Là, j'étais limite, j'ai trouvé que c'était un super challenge, c'était une super épreuve, enfin, c'était une super expérience parce que vraiment, je me suis sentie complètement connectée avec mon corps. On m'a posé la question, est-ce que tu te sens connecté avec ton bébé et tout, mais quand vous réceptionnez votre bébé directement, vous le retournez, etc., vous tapez un peu dans son dos pour que là, ça y est, la connexion, elle est directe, quoi. Vous voyez, je pense quand on est actrice, en fait, vraiment de son accouchement, ça n'a rien à voir, même si, voilà, j'ai la connexion avec mon bébé, mon premier, elle s'est faite et tout ça, il n'y a pas de souci, mais c'est différent. Et puis c'est vraiment un message aux femmes et même aux hommes pour qu'ils encouragent leurs femmes en fait qu'elles peuvent être actrices. Voilà, l'idée c'est pas forcément d'accoucher sans péridurale, sans avoir un médecin, une sage-femme ou quoi ou qu'est-ce à côté. C'est de vous réapproprier en fait votre accouchement parce que c'est possible. Des fois on me demande des conseils pour accoucher sans péridurale, mais vous avez pas besoin de lire 15 000 bouquins là-dessus en fait. C'est juste préparez-vous mentalement, essayez prenez soin de vous pendant la grossesse, voilà les conseils classiques, etc. que les professionnels de santé, gynéco, sage-femme pourront vous donner mieux que moi. Mais c'est possible en fait. C'est à la base, on fait sans en fait. Vous voyez, c'est ça. La base, c'est sans, c'est pas avec. C'est vraiment un truc qu'on a oublié, si je peux dire ça comme ça. On a été déconnecté de notre féminité en fait finalement parce que. Alors bien sûr, on peut faire le choix d'avoir des enfants, de pas avoir d'enfants, on peut être stérile, etc. Et ça n'enlève en rien votre féminité, mais il n'y a pas de mais en fait. Toutefois, franchement, c'est clair qu'on se sent femme entre guillemets complètement quand on accouche, comme je vous disais, seule. Mais quand je dis seule, c'est dans le sens en étant connectée avec son corps, en fait, en étant actrice de son accouchement, en sachant où on en est, à quel moment, etc., en ayant un discours, en ne subissant pas la situation, en fait, voilà. Un jour, j'avais lu un article d'une sexologue qui disait que l'accouchement, c'est d'une violence extrême. C'est faux. Je suis complètement pas d'accord avec elle. J'ai oublié son nom. Mais non, l'accouchement, c'est pas violent. Il y avait pas du sang partout. Franchement, la première fois que j'ai accouché, comme je vous dis, j'étais déchirée. Donc, quand je suis sortie de la baignoire, oui, l'eau était sanglante. Mais là, la piscine, elle était normale. Il y avait quasiment pas de sang. C'était pas sanglant du tout. Ça n'a pas été violent. C'était un challenge. C'était pas violent. C'était une expérience, en fait. C'était un moment. Mais il y avait aucune violence là-dedans. Je vais vous dire, des fois, j'y repensais. Je me dis, j'aimerais trop le revivre. C'est trop bizarre ce que je vous dis, je sais. Parce que voilà, on parle quand même d'un accouchement. Mais voilà, c'est vraiment, c'était vraiment hors du commun. C'est clair, c'est hors du commun pour moi, en fait, quand je dis ça, pas de manière générale. Voilà, donc c'est vraiment des mots d'encouragement.
pour les femmes qui vont accoucher, qui veulent des enfants, ou même si des encouragements ou des conseils que vous pouvez donner à votre tour à des femmes qui s'y préparent. Voilà, donc c'est pour ça que je faisais ce podcast, parce que voilà, bien sûr, quand j'ai raconté à mes proches, tout le monde m'a dit mais tu devrais faire un podcast, c'est hyper inspirant, ça va aider des femmes, etc. Donc voilà, j'ai mis un peu de temps à le faire, 3 mois. Je pense que avec le recul, je me suis demandé pourquoi j'avais besoin d'autant de temps, et je me suis dit quand même je partage quelque chose d'hyper intime, et c'est pas forcément dans mes habitudes, dans les podcasts de parler de moi, en fait, de raconter ma vie, etc. Donc je pense qu'il me fallait un peu de temps pour pouvoir partager cette intimité de la naissance avec vous, mais que, entre guillemets, les bénéfices sont plus importants que les inconvénients, si tant est qu'on puisse considérer que c'est un inconvénient. Pour moi, ça n'en est pas un du tout. Mais voilà, les bénéfices, c'est vraiment ce message d'encouragement, des conseils. En tout cas, si vous avez des remarques, des questions, si je peux vous aider d'une quelconque manière, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous voulez me rectifier, si j'ai dit des erreurs, etc., si j'ai froissé des gens, je m'en excuse. Vraiment, voilà, comme je vous disais, il n'y a pas d'accouchement parfait. Parfois, on se planifie quelque chose et puis on doit avoir une césarienne, mais le principal, c'est la santé de votre bébé, c'est votre santé. Encore une fois, j'encourage personne à faire ce que j'ai fait, mais je voulais juste apporter mon témoignage d'un accouchement sans péridurale, sans assistance médicale, en pleine pandémie du coronavirus. Voilà, c'était Émilie. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, en tout cas si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas à partager ce podcast aux femmes qui attendent un bébé pour les encourager, voilà, si ça peut les aider, etc. Quand je vous dis aux femmes, voilà, si vous voulez aussi que votre conjoint, je pense d'ailleurs que mon conjoint, ça a changé entre guillemets, sa virilité, sa paternité, ça lui a apporté beaucoup, etc. Et c'est clair qu'il développe un lien avec sa fille qui, je pense que, voilà, même lui, il se rend compte que ça change beaucoup de choses, en fait, d'être acteur comme ça de l'accouchement. Donc, ça peut encourager aussi vos conjoints à être plus, plus impliqués. N'hésitez pas aussi à le partager. Et voilà. Et bien en tout cas, pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Sachez que j'offre 2 programmes gratuits. Donc vous avez les 3 secrets du travail sur soi réussi. Donc il y a un programme audio que vous pouvez recevoir par mail, je vous mets le lien en bas. Vous avez un programme par mail aussi qui s'appelle Comprendre la psychologie, les émotions, la pensée, le comportement humain, que vous recevez par mail, donc c'est un mail par jour pendant une petite période. Je vous mets le lien en bio, et vous avez aussi les 3 habitudes de pensée des personnes épanouies, sereines et détendues, qui va arriver incessamment sous peu. Je vous mettrai le lien dès qu'il sera disponible en bas, je suis encore en train de travailler dessus. Et voilà, donc ça c'est des programmes gratuits que je vous offre, et si vous avez envie d'investir un petit peu plus, eh bien, vous avez les formations numériques dont je vous ai parlé au début, donc les 6 étapes pour accéder à la meilleure version de vous-même, et les booster la confiance, l'assurance et l'estime de soi. Donc, c'est des formations numériques sur lesquelles vous avancez à votre rythme. Vous avez des exercices, des savoirs théoriques, des exemples, des mises en situation, etc. Et où je rassemble en fait mon expertise. Voilà, vous avez mon expertise, les conseils que je suis amenée à donner, des grands classiques entre guillemets pour exprimer le meilleur de sa personne, travailler sur la confiance au sens général, hein, ça peut être c'est l'estime de soi, l'assurance, voilà. Eh bien, au plaisir, et puis prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.